Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en œuvre la seconde partie de mon projet d'interview, interviewer une personne récemment passée sur Android. J'utilise le même canal d'enregistrement que lors de la précédente interview, donc si la qualité de ma voix s'en fait sentir, je vous prie de m'en excuser. On accueille aujourd'hui Tristan qui a accepté de répondre à mes questions, je lui en remercie. Bonjour Tristan. Bonjour Lilian. Ma première question va être très simple. Tristan, quel iPhone avais-tu avant et quel téléphone Android as-tu choisi? Alors j'ai eu un iPhone 8 avant et là actuellement j'ai un Samsung S21 FE. Pour petit rappel, le Samsung Galaxy S21 FE est sorti en 2020. L'acronyme FE signifie Fan Edition, les différences avec le S21 sont mineures, dont notamment le prix et certaines capacités du téléphone. La question que je vais poser est relativement simple, même si la réponse n'est pas forcément facile. Pourquoi as-tu pris ce téléphone en particulier? Alors j'ai pris ce téléphone déjà parce qu'il est récent, là il est par rapport aux mises à jour et aussi pour avoir la nouvelle fonctionnalité quoi. Et aussi donc j'ai pris ce téléphone aussi parce qu'il n'était pas trop grand. Voilà. Parce que vu que je vois pas, vu que je suis voyant, j'en ai pas besoin d'un grand téléphone quoi. Tu justifies ton passage au Samsung Galaxy S21 grâce à deux arguments, la taille et la durabilité des mises à jour. Rappelons quand même que le Samsung Galaxy S21 FE est loin d'être un petit téléphone puisque la dalle fait 6,4 pouces de diagonale. La vraie question que je voulais te poser, que j'avais cachée dans mon interrogation précédente, était la suivante. Pourquoi tu as pris un Samsung et pas un iPhone récent? Il existe des iPhones pas trop grands avec une grande durabilité, une longue durée de mise à jour, mais aussi de très bons composants. Alors si je suis passé à Samsung, c'est parce que déjà l'iPhone c'est plus cher qu'un Samsung et aussi sur Samsung pour mettre des fichiers sur le téléphone, que ce soit des photos, vidéos, documents, musique, sonnerie ou quoi, n'importe quel type de fichier, eh bien on n'est pas obligé de passer par un logiciel. On branche le téléphone sur l'ordinateur et après ça fait comme une clé USB, c'est-à-dire qu'on peut les mettre directement dessus sans passer par un logiciel, alors que l'iPhone on est obligé de passer par un logiciel. Pour justifier ton passage à Samsung, tu as utilisé deux arguments, celui du prix et la facilité du transfert. Autant je ne dirai rien sur le premier argument, mais je vais être obligé d'indiquer à mes spectateurs que le second argument n'est pas vrai. Il est tout à fait possible de transférer des fichiers vers l'iPhone sans utiliser de logiciel. Je t'accorde que la méthode n'est pas tout à fait conventionnelle et ne plairait pas du tout à Apple, mais elle est légale, gratuite et extrêmement facile. La question que je vais te poser maintenant est toute simple. Est-ce que ce sont les seules choses qui t'ont incité à passer à Samsung? Alors il y a aussi la durabilité des mises à jour. C'est-à-dire que si par exemple on veut que la durabilité des mises à jour soit plus longue, il va falloir qu'on prenne le dernier iPhone. Sauf que ce que je disais avant, c'est que si on prend le dernier iPhone, ça va être sûr. Donc il faudrait prendre un iPhone plus ancien. Sauf que si on fait ça, là la durabilité des mises à jour sera moins longue. Ce qui fait que dès qu'il y aura plus de mise à jour sur l'iPhone, au bout de 2 ou 3 ans environ, les applications elles pourront plus se mettre à jour et ne seront donc plus compatibles à la version de l'iPhone. De tes propos, j'en conclus que seul l'iPhone a un problème de durabilité de mise à jour. Par contre, il faut encore une fois que je dise à mes spectateurs, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas un iPhone à jour, ce n'est pas demain la veille que les applications vont se mettre à ne plus fonctionner. Un très bon exemple pour illustrer ma réflexion est l'application WhatsApp. Tous les appareils compatibles avec au moins iOS 12 peuvent installer WhatsApp actuellement. Pour donner un ordre d'idée, tous les iPhones à partir du 5C peuvent installer WhatsApp. On dit que les iPhones sont excellents en accessibilité, sont souvent considérés comme les meilleurs, mais la vraie question que je vais te poser, c'est comment s'en sort le Samsung par rapport à l'iPhone et est-ce qu'il y a des fonctions d'accessibilité qui te manquent? Alors l'accessibilité sur Samsung, il y a eu des progrès depuis plusieurs années, mais c'est vrai Lilian, tu as raison, sur iPhone, l'accessibilité est très performante. Et donc sur Samsung, le lecteur d'écran d'accessibilité, c'est Tollback, déjà. Et ce qui manque comme fonctionnalité d'accessibilité, déjà, c'est que quand on veut faire des messages écrits par exemple, pour faire de la dictée vocale, on est obligé d'aller sur le bouton dictée vocale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de gestes sur l'écran comme on pouvait faire sur l'iPhone avec Siri. Ensuite, ce qui manque, c'est au niveau du rotor. Avec le rotor, on peut pas faire de la sélection de texte. Et on peut pas non plus naviguer de bouton en bouton sur le web par exemple. Ou par exemple aussi, on peut pas naviguer non plus naviguer de champ de recherche. Pour le champ de texte c'est pareil, on peut pas le faire non plus, il n'y a pas dans le rotor. Il y a plein d'autres trucs qu'il n'y a pas. Mais bon. Et ensuite, au niveau du braille, il y a des choses, c'est pas encore au point. Par exemple, les langues de saisie braille, de clavier braille et de table braille, il n'y a pas la langue française. Mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de langues, il n'y a pas beaucoup de choix de langues. Donc, voilà. Anglais, arabe,
un autre truc, mais bon, voilà, il n'y a pas grand chose. D'autres problèmes d'accessibilité peuvent être relevés, dont notamment la non-description de photos et la non-lecture de texte dans les images et les captures d'écran. Je sais qu'il existe des applications permettant de parer à ces problèmes, cependant je pars du principe que les fonctions d'accessibilité doivent se trouver dans le téléphone et que ce n'est pas à l'utilisateur d'aller les chercher. Tristan, ma question est toute simple maintenant, est-ce que tu regrettes ton choix compte tenu de ce que tu as découvert récemment et des nouvelles fonctionnalités d'accessibilité proposées par l'iPhone? Mes chers spectateurs, les découvertes qui ont été faites par Tristan récemment sont la possibilité de créer ses propres sonneries et d'autres choses. Alors oui Lilian, tu as raison, je suis d'accord avec toi, ces fonctionnalités devraient être intégrées dans le téléphone, mais bon qui sait, peut-être que plus tard ils les intégreront, parce que je pense qu'ils vont continuer à faire des progrès. Et non, je ne regrette pas d'être passé sur Android, car je m'en sors très bien avec mon Samsung, avec Talkback, et je connais des non-voyants qui sont sur Android, pas forcément à Samsung, mais qui utilisent Talkback, et ils s'en sortent très bien. Et je précise que Talkback n'est pas que sur le téléphone Samsung, c'est sur tous les téléphones Android. Il est effectivement bon de rappeler que tous les téléphones Android sont équipés nativement de Talkback. Nous avons expliqué tout à l'heure que l'iPhone disposait de plus de fonctions d'accessibilité que le Samsung, alors la question c'est pourquoi ces fonctions ne te manquent pas. Est-ce que l'on peut dire par conséquence que tu utilises ton téléphone juste pour appeler, envoyer des messages et faire un peu de réseaux sociaux? Ces fonctionnalités ne me manquent pas, car comme tu disais avant, il y a effectivement des applications qui le permettent. Et j'utilise mon téléphone pour appeler, envoyer des messages, pour les réseaux sociaux, aussi pour enregistrer, et aussi quand il y a des longs trajets par exemple que je fais, j'écoute de la musique avec. Ce que tu me décris est l'utilisation de base que la plupart des personnes font de leur téléphone et ce qui explique pourquoi tu n'utilises pas les fonctions avancées d'accessibilité. Depuis le début, on parle beaucoup des téléphones et des fonctions d'accessibilité, mais il ne faut pas oublier que ces deux terminaux tournent sous deux OS différents, iOS et Android. Ma prochaine question est toute simple, quelle est ta fonction préférée sous Android qui n'est pas sous iOS et inversement, et quel est ton OS préféré? La fonctionnalité qui me plaît sur iPhone mais qui n'y a pas sur Android, c'est qu'on peut personnaliser les vibrations, on peut en créer, et sur Android, ce qu'on ne peut pas faire sur iPhone, c'est que dans les paramètres du téléphone, il faut l'activer bien sûr. Si par exemple mon téléphone est verrouillé et que je vais manger, et que pendant que je mange je reçois des messages et des appels, et que là je reviens et que je prends mon téléphone pour regarder, bah là il va faire une petite vibration, voilà, parce qu'il va détecter que je le prends. Merci Tristan de ces informations, mais il manque une partie de la réponse. Au total, préfères-tu iOS ou Android? Ah oui, excuse-moi Lilian, désolé. Alors pour te répondre, je préfère Android. Ne t'inquiète pas, on peut tous oublier la partie d'une question, ça arrive. Ma dernière question est plutôt simple, est-ce que tu te verrais revenir dans l'écosystème Apple pour une raison ou une autre, ou tu voudrais plutôt plonger dans celui de Samsung? C'est une bonne question Lilian. Je pourrais revenir sur iPhone si nécessaire, par exemple si l'accessibilité sur Android régresse. Tristan, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Est-ce qu'avant que l'interview se termine, tu voudrais dire un dernier petit quelque chose? Bah écoute Lilian, je suis très content d'avoir pu participer à ton interview. J'espère que j'ai bien pu répondre à tes questions et que cela pourra t'aider. En tout cas, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et je tiens à rajouter pour tous les spectateurs, n'hésitez pas à vous abonner et à partager sa chaîne, à liker ses vidéos et à les partager également. Car Lilian, pour moi, c'est un ami à moi. Donc je lui souhaite que sa chaîne fonctionne bien, qu'elle marche bien. Je l'encourage pour qu'il ait plein de vues, plein d'abonnés et plein de likes. Merci Tristan de l'amitié et de la solidarité que tu me témoignes à travers cette interview. Cette interview est à présent terminée, mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore quelque chose à vous dire. L'interview de Marie et de Tristan avait deux objectifs. Le premier, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les personnes passent sur iPhone et pourquoi elles les quittent. D'après ces interviews et mes recherches personnelles, je suis en mesure de vous livrer cette conclusion. Si vous êtes en désaccord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Les personnes qui passent sur iPhone cherchent en priorité un téléphone durable dans le temps, avec une longue durée de mise à jour, une grande intuitivité et un haut niveau d'accessibilité. Les personnes ont tendance à quitter l'iPhone parce que l'écosystème est relativement fermé et que quelques options qui devraient être intuitives ne le sont pas, comme par exemple la création de sonneries. Le vrai problème dans tout ça, c'est que la plupart des personnes ne font aucune recherche et tant que quelque chose n'est pas pré-mâché sous leurs yeux ou sous leurs doigts, ils ne voient rien. C'est cette absence de recherche, ce n'est pas valable que pour l'iPhone, qui crée ce genre de problème et qui font croire à la plupart des personnes que des fonctions n'existent pas sur un type de téléphone alors que c'est le cas. C'est dans un souci de transparence de l'information que j'ai décidé de contre-attaquer les arguments de Tristan car il n'avait juste pas trouvé certaines fonctions. Je sais que dans un souci d'impartialité, je n'aurais pas dû le faire, mais je ne voulais pas que des informations factuellement fausses circulent. Selon moi, le deuxième problème, et qui est encore plus grave, c'est le fait que les gens se mettent à croire à tout et n'importe quoi juste parce qu'un journal leur dit ou parce qu'ils ont vu ça sur TikTok. Il y a un exemple qui va parler à tous, c'est celui de la trop forte émission d'ondes de l'iPhone. Cela a fait des mouvements de panique. J'exagère peut-être un petit peu avec l'expression mouvement de panique, mais je pense que vous avez compris. Tout le monde a pensé que l'iPhone était dangereux pour notre santé, machin, alors que ce n'est pas le cas. Pour illustrer mon propos, on va parler un petit peu du DAS et des unités de mesure
mesure utilisée par les laboratoires français. Le DAS, ou débit d'absorption spécifique, est la quantité d'ondes que reçoit une surface sur une durée donnée. Pour être plus précise, on calcule la puissance des ondes qui arrivent sur une surface donnée que l'on calcule en watts par kilo. Il faut savoir que les limites sont différentes en fonction de la cible que l'on vise, comme par exemple la tête, le tronc ou les membres. C'est justement le DAS membre qui posait problème. Il était à 5,7 watts par kilo au lieu des 4 watts maximum. Avant que je vois fleurir dans l'espace commentaire des commentaires du style oui mais du coup il était en excès, il était hyper dangereux, je vais vous expliquer comment on a calculé les limites maximales. La limite maximale se calcule de la façon suivante, on divise par 10 la puissance qui devient vraiment dangereuse. La puissance que l'on considère dangereuse, c'est à partir du moment où la puissance reçue est suffisamment forte pour faire chauffer les tissus. Certes, l'iPhone était au-dessus des limitations, ça c'est un fait, mais il n'était absolument pas dangereux d'un point de vue biologique. D'après les données techniques mises à notre disposition, il semble que les membres ne recevaient même pas 5,7 watts. Je m'explique. Concrètement, l'iPhone avait une fonction qui consistait à augmenter la puissance quand ce dernier était loin du corps, comme par exemple sur une table. Eh bien, figurez-vous qu'il semble que l'ANFR n'ait même pas tenu compte de ce système, et en conséquence, ils ont calculé une valeur trop haute puisqu'ils ne l'ont pas collé à leur corps pour faire les tests. Le but, ce n'est pas de cracher sur l'Agence nationale des fréquences, car je suis pratiquement sûr que vous comme moi, on aurait fait exactement le même test sur une table. Pour terminer mon histoire, Apple a réglé le problème avec iOS 17. Fin octobre 2023 et a tout simplement supprimé le système qui permet d'augmenter la puissance quand l'iPhone est loin du corps. Je vous demande une seule chose avant de repartager n'importe quoi, vérifiez vos sources et avant de passer à un autre téléphone qui coûte hyper cher, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, recherchez vous-même. Et puis surtout, arrêtez de prendre les médias comme argument d'autorité, tout le monde peut faire des fautes et le problème c'est que les médias exagèrent la situation et la simplifient pour que tout le monde la comprenne, le message devient en conséquence incorrect. Je ne suis pas là pour vous dire de ne plus écouter les médias et qu'ils racontent n'importe quoi, je vous dis juste de vérifier vos sources et de faire attention à ce qu'on vous dit. Cette petite vidéo coup de gueule est à présent terminée, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question ou remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao.